état d'avancement de l'accord EU-Mercosur. Donc, vous avez tous, entre-temps, lu notre dossier. Vous étiez également présent à un précédent webinaire. Donc, maintenant, je vais tout simplement faire une récapitulation de tout ce qu'on avait dit. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Pour vous répéter que en juin 2019, il y avait un accord de principe qui a été convenu entre l'Union européenne et les quatre pays du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Donc, ceci après 20 ans de négociations. Dans juin, ces jours-là, c'était déjà connu donc que les deux parties avaient trouvé une zone d'atterrissage et qu'ils voudraient conclure un accord. Mais pour être clair, tout ce qu'ils ont convenu, c'est un texte de 17 pages. Donc, en résumé, 17 pages, quels sont les points névralgiques et comment est-ce qu'ils ont résolu ces problèmes. C'est une technique que la Commission européenne utilise souvent. Donc, la Commission européenne, fin de l'année passée, a conclu un accord de principe avec la Chine. Donc, ils utilisent souvent ces techniques sur les investissements. Et entre-temps, ils continuent à négocier pour continuer à détailler les négociations. C'est également le cas en juin 2019, un accord de principe. C'est vraiment la clé de voûte et la Commission, donc, dans les semaines à venir. Donc, ils avaient donc encore travaillé sur des publications de brouillons, donc des chapitres de cet accord commercial. C'est plus de 1000 pages, en fait, hein, facilement 1000 pages. Et ces chapitres ont été publiés sur Internet, hein, tous, mais ce sont des chapitres brouillons où il y a mentionné qu'il faudrait encore détailler et travailler sur ces chapitres. Donc, cette astuce, donc, pour conclure un accord de principe, voilà, et maintenant, vous ne pouvez plus déverrouiller. Donc, l'accord est conclu, vous n'y touchez plus. Ce n'est pas tout à fait correct parce que ça a été encore détaillé. On a encore travaillé sur les détails des chapitres. Il y a encore des textes manquants. Il y a encore des tableaux qui manquent sur la libéralisation du secteur des services, la libération des services tout court. Et entre-temps, on est déjà 2 ans plus loin. 2 ans plus tard, ces textes de ces chapitres définitifs ne sont toujours pas prêts juridiquement. Ils seraient déjà prêts en anglais et ils seront encore traduits, mais c'est en fait inhabituel que ces textes anglais ne sont pas encore parus dans leur version définitive. Donc, j'ai l'impression que cette technique des accords de principe les permet de dire, voilà, donc c'est fini, donc ne touchez plus, mais entre-temps, ils continuent quand même à négocier plus. Donc, c'est ce qui a pris 1 an. Ensuite, pour la Commission européenne, ensemble avec le Mercosur, vous avez la Commission qui fait l'autre et l'External Action Service, le service diplomatique de l'Union européenne qui fait les autres parties de cet accord d'association. En juin 2020, ils ont donc obtenu un accord sur les deux autres piliers. Vous avez le commerce d'une part, mais également donc le dialogue politique et la collaboration. Donc, et ensuite, ils ont donc obtenu un accord sur le chapitre général, donc les dispositions, un accord social avec comme structure fêtière avec le chapitre général, quels sont les organes que nous allons créer pour exécuter cet accord et à la fin encore quelques dispositions finales. Quelle est donc la langue officielle du texte? Où est-ce qu'il est sauvegardé? Quand est-ce que ce sera donc mis en vigueur? Est-ce que ça peut être exécuté pour l'heure temporairement? Donc voilà pour ce qui était prêt juin 2020. Ça n'a pas été publié tout de suite, mais par Greenpeace, il y a une fuite et c'est comme ça. Ils ont quand même pu avoir accès à ces textes. Donc depuis l'accord de principe de 2019, de tous les côtés, il y a eu de la critique sur l'accord lui-même. Et comme je disais, donc on savait qu'on était en train d'atterrir. Donc 340 organisations de l'Europe et du Mercosur ont encore fait un appel dans les derniers jours et semaines à l'Union européenne, à Mercosur, pour dire, voilà, ne le faites pas. Et comme les textes sont maintenant ce que nous en savons maintenant, donc c'est trop dangereux. Réfléchissez quand même, mais ça n'a pas pu aider à les convaincre. Dans les semaines après
l'annonce de l'accord de principe et de texte et de ces versions brouillons. Il y a encore eu des analyses supplémentaires, des critiques supplémentaires dans tous les coins de l'Europe. Donc, différents gouvernements n'étaient pas contents. Différents parlements donc, ont fait des résolutions. Dans ce dossier, il y a donc une belle carte de l'Europe avec les différents pays, les critiques et quelles sont les résolutions qui ont été adoptées par la suite. Donc, dans l'été 2019, vous le rappelez bien, donc on a eu beaucoup de chamailles entre Bolsonaro et Macron qui se chamaillaient à l'occasion des grands incendies en Amazonie et Macron qui trouvait que ce n'était quand même pas une bonne idée ce deal avec Bolsonaro. Donc, en Belgique, il y a très rapidement une réaction du Parlement bruxellois et surtout le Parlement wallon a adopté très vite une résolution où, par l'unanimité, cet accord a été rejeté. Le gouvernement bruxellois, par la suite, a également pris position. Ça a été confirmé par son Parlement avec également un rejet de cet accord, mais également l'énumération de toute une série de conditions auxquelles on devrait répondre. Donc, ce type de résolutions donc, ont vu le jour ailleurs également. Finalement, également le Parlement européen lui-même a adopté une résolution dans laquelle il y a une phrase qui dit, voilà, l'accord ne peut pas être adopté dans ce sens. Et le commissaire européen Dombrovskis, qui est le commissaire successeur de Hawking, intérimaire, donc voilà, il a dit, nous allons cet accord, dans sa forme actuelle, nous n'allons pas pouvoir l'adopter. Il faudrait donc faire plus et le retravailler. Donc, si l'accord ne peut pas être autorisé dans sa forme actuelle, alors comment l'adopter alors? Dombrovskis choisit pour donc une explication supplémentaire et Dombrovskis, dans ses auditions avec la Commission des Affaires étrangères de la Chambre belge, il a donc donné quelques éléments également au Parlement européen. Il a expliqué, Dombrovskis, dans une explication où il explique que l'accord de Paris se doit être exécuté en le rendant contraignant. Mais il mise surtout sur la coopération et la réciprocité. Donc, il négocie avec Mercosur pour en venir à une coopération renforcée sur le fait de comment exécuter cet accord de Paris et comment bloquer la déforestation, comment mieux monitorer tout cela. Et il propose que l'Europe mit les paquets sur la table pour ensemble avec l'Europe, avec le Mercosur, de faire des observations, comment bloquer, arrêter la déforestation en Amazonie et comment arrêter cette déforestation. Donc, ensemble, réciprocité, c'est des mots-clés de Dombrovskis. Mais il accentue également que la Commission européenne est en train de prendre des démarches elle-même qui pourraient avoir une influence, c'est-à-dire la Commission européenne l'a déjà promis depuis belle lurette. C'est également dans la stratégie commerciale européenne avec un suivi beaucoup plus strict de ce qui est écrit dans le chapitre développement durable et avec également des initiatives législatives qui peuvent être importantes. Il y a une directive sur les entreprises et les droits de l'homme, Human Rights Due Diligence. Ce sont des entreprises qui, dans leur chaîne de production, il y a des violations des droits de l'homme dans ces chaînes de production. Alors, il faudrait intervenir contre. Ce sera donc une directive européenne. L'Union européenne va également travailler sur sa régulation de déforestation, de Timber Resolution, et vous également, qui sera donc prévu, vous avez également les accords pour monitorer donc ces déforestations et l'Union européenne l'avait déjà annoncé quelques semaines après la signature. On travaille sur une loi européenne qui donc devrait bloquer ou arrêter l'importation si on va faire de la déforestation dans le Mercosur pour le soja. Donc, on ne pourrait plus importer le soja qui vient de là
à cause de la coupe de bois ou l'abattage d'arbres. Donc voilà donc le paquet de mesures que Dombrovskis a voulu proposer et de cette manière, il espérait, Dombrovskis, de trouver une majorité pour cet accord dans le Conseil européen. Macron essaye également de sauver cet accord. C'est ce qui a donc fâché pas mal de Français parce que en 2019, il a déjà fait croire que l'accord n'allait pas voir le jour, qu'il allait bloquer cela, que ce n'était pas possible avec Bolsonaro. Donc, entre-temps, il est connu qu'avec ses services, il a commencé à travailler sur des textes qu'il voudrait proposer au Brésil et aux pays du Mercosur et qui contient également une série de conditions dans ces textes pour faire respecter l'accord des actions contre la déforestation, donc un accord qui voudrait être promouvoir un accord de tresse, donc pour ainsi dire. Donc, il y a beaucoup d'objections et beaucoup d'opposition dans l'agriculture qui voudrait donc renforcer cet accord parce que dans l'accord commercial avec le Mercosur, le contrôle aux frontières de l'Europe va être simplifié, moins de contrôle en Europe. Donc, on va donc passer le contrôle aux pays frontières du Mercosur. Donc, il propose d'augmenter le contrôle sur les produits agricoles. Il faudrait donc des limitations, des mesures qu'on peut prendre, des safeguards, pour ainsi dire, s'il semble y avoir un impact sur certains secteurs agricoles. Donc, il faudrait des balises. C'est le package que Macron avait composé, donc où il avait proposé fin de l'année passée aux États membres européens, mais les États membres ne sont pas très chauds, donc ils regardent plutôt la Commission européenne au lieu de prendre l'initiative eux-mêmes comme États membres. Donc, on a approché la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, et effectivement, la Belgique a accepté. Finalement, nous avons constaté que le directeur de la politique commerciale du SPF étrangère, Patrick Van Geel, est en train de travailler sur les textes français. Lui, il a accepté. À côté de ce volet climat, déforestation et agriculture, il voulait un chapitre sur le renforcement des droits de travail. Et dans ce sens, il a déjà eu une conversation avec les syndicats belges. Je pense que Thierry pourra encore détailler cette approche par la suite. Que la Belgique est en train de le faire, c'est lié bien sûr au nouveau gouvernement que nous avons, où il y a quand même des partis qui sont représentés dans les régions et qui ont déjà pris position dans ces régions. Il y a pas mal d'inquiétudes dans des cercles diplomatiques belges que nous, comme Belges, nous ne sommes pas prêts à venir avec une position en bloc uni. Donc, la Wallonie a des conditions, la Flandre et le niveau fédéral doivent encore prendre des décisions. Dans le Parlement flamand et au Parlement fédéral, il y a des résolutions qui se trouvent sur la table sur le Mercosur et il a été décidé cette résolution qui se trouve sur la table dans le Parlement flamand. C'est exactement la même résolution à quelques détails près que Vicky Reinhardt du SPA avait déposée à la Chambre. Et les partis majoritaires dans la Chambre ont décidé pour cette résolution de Vicky Reinhardt de l'utiliser comme base pour la suite du débat au Parlement belge. Là, ils sont en train de travailler là-dessus dans la majorité pour ce texte de Vicky Reinhardt de l'amender. La semaine prochaine, donc, il devrait être présenté à la Commission Affaires étrangères de la Chambre et on peut encore déposer des amendements. Nous allons voir comment ça se passe et dans quelle direction ça pourra suivre. Ensuite, encore vous dire que si on dit que l'accord ne peut pas voir le jour dans sa propre forme, qu'est-ce qu'on voudrait dire par cela? On ne le dit pas encore, mais il y a des bruits qui courent. Donc, il y a différentes étapes qui sont proposées dans l'accord Mercosur. On parle toujours d'une scission de l'accord. Et ça, c'est les règles de jeu qui sont changées en cours du jour. Donc, une scission de l'accord. Pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire?
faire. Si le volet commercial et on le propose comme un accord séparé, à l'Europe, cela relève de la compétence commerciale exclusive de l'Union européenne. Et là, il n'y a pas de l'unanimité qui est nécessaire. Un tel accord commercial peut être accepté par le Conseil européen avec une majorité qualitative, c'est-à-dire un certain nombre de pays et un certain nombre de ressortissants de l'Union européenne pourraient l'accepter. Donc, une majorité qualifiée pourrait être suffisante. Ça veut dire que non, un pays, même pas 5, 6 pays pourraient bloquer cet accord. Donc, pour avoir une majorité qualifiée, pour rompre cette majorité qualifiée, il faut réunir 2 grands pays européens qui le bloque. Ça pourrait être la France avec un autre grand pays et quelques petits pays pour pouvoir rompre cet accord commercial. Donc, scission de l'accord, c'est une manière de quand même pousser l'accord sans devoir le changer. Mais dans l'état actuel des choses, c'est quand même difficile, même si le commissaire européen admet qu'il faudra faire quelque chose comme texte et conditions supplémentaires pour faire passer cet accord. Donc, Dombrovski pense plutôt à une coopération et à des explications interprétatives, c'est-à-dire des points controversiaux dans cet accord qui devraient être détaillés, peut-être encore peaufinés avec des explications supplémentaires. C'est ce qui pourrait être dedans. Une autre manière maintenant pour traiter cet accord, c'est une pré-ratification et des conditions de pré-ratification. Ça se trouve un peu plus dans la proposition de Macron. Ce qui veut dire qu'on ne va pas approuver cet accord si, par exemple, les directives en ce qui concerne le déboisement n'est pas repris, si le Timber Regulation n'est pas approuvé ou autre élément. Donc, ces choses-là doivent d'abord être reprises et par après, l'accord pourra avoir lieu. Ou bien, du côté de Mercosur, certaines démarches doivent être faites pour empêcher la déforestation. Si cela n'a pas lieu, il n'y a pas d'accord. Donc, ce sont des conditions de pré-ratification. Donc, il faudra voir dans quelle mesure cela peut être élaboré et si cela va avoir lieu ou pas. Une autre façon, c'est un protocole. Donc, on a parlé récemment dans le débat. Et un professeur bruxellois de Zadeler est vraiment partant pour cela. Il a fait une étude et un protocole pareil est en fait un ajout de l'accord qui est signé en même temps avec l'accord et qui, en soi, pourrait avoir la même valeur, serait de la même façon contraignant que l'accord même. Donc, dans un protocole pareil, on pourrait reprendre certaines dispositions qui doivent être approuvées par le Conseil et Mercosur et qui doivent être réalisées de façon contraignante et qui retombent sous le mécanisme contraignant de l'accord. Donc, il pourrait y avoir des accords supplémentaires qui peuvent être ajoutés et qui pourraient enlever certaines critiques. Donc, ce sont les différentes démarches. Il y a encore une autre proposition et c'est notre proposition et c'est la proposition de la plupart des organisations en Europe qui suivent cette discussion. C'est également la proposition de 2 professeurs allemands dans le droit international qui vont publier bientôt une étude. Markus Krajewski est l'un des 2 professeurs qui a déjà réalisé beaucoup de travail à ce niveau-là. Et il dit que toutes les autres solutions proposées ne vont jamais pouvoir résoudre la problématique de l'accord et qu'avec un protocole, on peut ajouter des choses, mais qu'avec un protocole, on ne peut pas vraiment changer des choses qui sont reprises dans l'accord et qu'on pourrait l'approuver en même temps. Donc, ce qu'il propose est que la seule voie pour aborder certaines choses sur le fond, que cela revient finalement sur une renégociation de l'accord, et c'est ce que disent la plupart des gens. Donc, on a peur qu'avec chacune de ces déclarations, qu'on va arriver ou aboutir dans un texte qui pourrait remédier à certaines choses, mais qui ne vont pas le remédier le tout. Et par exemple, toute la question en ce qui concerne l'impact sur l'agriculture européenne ou sur les méthodes d'agriculture durable.
qu'on ne pourrait pas le résoudre avec cela, qu'il faut vraiment changer cela dans l'accord. Donc, on espère que cette étude viendra bientôt et que tout le monde pourra l'examiner. Mais notre point de vue reste que l'accord doit être revu sur différents points. Voilà, c'est un peu, en bref, la situation actuelle et dans quel sens nous pensons comme coalition. Je redonne la parole à la modératrice. Merci Marc pour cette présentation très précise, très détaillée des différentes options et qui nous donne un peu une idée du panorama des options sur la table. Sans plus attendre, je cède donc la parole à Jonathan Mathiesen pour une présentation aussi sur la position des différents États membres et une petite mise à jour. Jonathan, c'est à toi. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Voilà, je suis Jonathan Mathies Oxfam Belgium et je vais vous esquisser l'évolution des positions des autres États membres de l'Union européenne. Ce que vous voyez ici est en fait une petite image, donc ce que je dis ne correspond pas directement avec ce que vous allez voir sur l'image parce que c'est une image qui bouge tout le temps. Mais vous allez voir l'évolution. Donc, en fait, ceci est la base de cette partie. Voilà, ceux qui pensaient que les protestations contre le CETA et autres, que c'était des choses uniques, eh bien, on s'est trompé là-dessus parce qu'on voit que quand même que cela reste politisé et que même chez Mercosur ou avec Mercosur, il y a encore plus de problèmes pour une simple ratification de cet accord. Donc, cela n'a certainement pas l'air que cela va se dérouler de cette façon-là. Et déjà depuis le début de l'accord en 2017, même s'il y avait des grandes protestes contre un nouvel accord entre EU et Mercosur, et Greenpeace a quand même réussi à faire fuiter partie de l'accord et qu'il a quand même souligné les soucis de la société civile dans cet accord. En ce qui concerne les protestations des États membres eux-mêmes, eh bien, on peut mieux les expliquer sur base des intérêts économiques. Donc, ce n'est pas par hasard que l'Irlande, la Belgique, la France et la Pologne qui ont envoyé une lettre à la Commission avec la demande de changer certaines choses dans l'accord. Et dans cette lettre, on reprenait principalement les intérêts de l'industrie alimentaire, principalement en ce qui concerne la viande. Et plus tard, également, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Autriche, Roumanie se sont rapprochés en ce qui concerne ces soucis économiques. Mais bon, il y a de plus en plus de pays qui communiquent ses intérêts économiques. Et bon, la personne leader est bien Macron. Hein. Donc, Macron a différentes raisons pour être contre l'accord. Et premièrement, c'est quand même économique parce que la France a quand même une industrie de viande quand même importante. Et comme Marc l'a déjà dit, ces éléments font surface dans sa proposition pour avoir un protocole, un avenant. Et également, dès le début, il a répété qu'en fonction de l'accord climatique de Paris, que ce lien est quand même une condition sine qua non. Donc, politiquement, stratégiquement, on peut également voir une motivation de Macron. Il y a les élections qui s'annoncent pour lui. Et à l'intérieur, dans son pays, il est vu comme trop libéral. Donc, pour Macron, Mercosur peut être une voie échappatoire pour démontrer qu'il n'est pas simplement libéral, mais qu'il peut également attacher les gilets jaunes et verts, ainsi que les agriculteurs dans son pays. Donc, cet élément certainement un joue. Et également la dispute entre Bolsonaro et Macron, donc jouera certainement un rôle, certainement suite aux remarques de Bolsonaro sur les femmes de Macron dans le passé. Et donc, Macron est une personne rationnelle, mais bon, même ces litiges jouent un rôle. Mais si il y a les
différents chefs de gouvernement qui mentionnent cela, donc le problème économique, mais il y a également les soucis environnementaux. On voit quand même que cet aspect fait quand même également surface dans les émotions contre Mercosur. Et les possibilités de l'accord, c'est difficile de les évaluer, de les estimer, mais je crois qu'il y a eu un changement avec Merkel, qu'elle avait quand même des doutes sérieux en ce qui concerne l'avenir de cet accord. Tant la France que l'Allemagne, s'ils expriment des soucis, alors nous avons cet axe franco-allemand qui est quand même fort important pour la politique dans l'Union européenne. Donc, l'avenir est quand même incertain, de plus en plus incertain, l'avenir de cet accord. Voilà, donc je vais me limiter à cela. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus d'États membres et de plus en plus de fonctionnaires dans ces États membres qui, sur base d'aspects économiques, environnementaux ou autres, qui se sont exprimés contre cet accord. Merci beaucoup. Grand merci, Jonathan, pour cette présentation et ces derniers éléments d'actualité des positions des différents États membres. On sent qu'il y a des positions qui sont relativement figées et d'autres qui sont potentiellement fluctuantes. Et comme tu l'as très bien dit, l'avenir est incertain. Ce que je sais, c'est qu'il nous reste environ toute petite dizaine de minutes pour ouvrir la discussion avec les différents participants. Donc, je me tourne vers Stéphane, mais je pense qu'il n'y a pas de questions, sauf si je n'ai pas bien vu dans le chat. Et donc, en 10 minutes pour l'essentiel de cette critique sur l'étude d'impact de la Commission européenne. Perrine, à toi la parole. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous voyez bien la présentation. Donc, oui, alors en effet, avec les associations Fern, Client Earth, l'Institut Veblen et la Fédération internationale des droits humains et la Fondation Nicolas Hulot, on avait déposé une plainte sur cette étude et le processus sur l'accomplissement de cette étude. Donc, je vais revenir sur cette plainte à la fin de la présentation. Je vais d'abord vous expliquer un peu ce qu'il ressort de cette étude et voilà toutes les étapes en fait qui ont mené à la publication du projet de rapport final. Donc, je vais d'abord expliquer quels étaient les objectifs principaux de l'étude d'impact qui avait été commanditée à la London School of Economics. L'étendue des analyses que couvre cet impact, les dates clés, car c'est très important, notamment par rapport à la plainte que nous avons déposée, quelques conclusions et recommandations de l'étude et quelques critiques aussi. C'est pas une analyse exhaustive parce que l'étude est quand même assez dense. C'est un document quand même de 400 pages qui couvre plusieurs secteurs. Et nous, on a surtout analysé le volet forêt et droits humains liés aux forêts. Et ensuite, j'expliquerai la plainte qu'on a déposée et pour laquelle la médiatrice a donné sa décision vendredi dernier. Donc, les études d'impact qui sont commanditées par la Commission en soutien des accords de libre-échange ont principalement deux objectifs. Il s'agit d'informer les négociateurs et les autres parties prenantes, donc également la société civile, sur les différents impacts économiques, sociaux et environnementaux d'un accord commercial pendant qu'il est en cours de négociation. Et il s'agit aussi de développer des mesures d'accompagnement et d'atténuation. Et il y a un manuel qui a été publié en 2016, sur lequel la Commission est censée s'appuyer, un manuel de bonnes pratiques pour effectuer ces études d'impact correctement. L'étendue des analyses, elle couvre 4 secteurs. Donc, il y a l'analyse économique. Il s'agit d'analyser l'impact de la suppression des mesures tarifaires et non tarifaires. Mais aussi, il y a une analyse sociale. Là, l'idée, c'est d'essayer d'analyser les impacts de l'ouverture du commerce sur l'emploi, sur les conditions de travail, et aussi
dans quelle mesure l'accord peut stimuler ou renforcer la mise en œuvre effective des conventions internationales telles que celle de l'OIT. Il y a une analyse environnementale. Donc, dans quelle mesure l'ouverture du commerce peut impacter l'environnement et aussi comment les dispositions qui sont prises dans le cadre de l'accord peuvent stimuler ou pas une meilleure mise en œuvre des accords environnementaux multilatéraux. Et puis, il y a une analyse des droits humains. Et là, c'est de voir voilà, dans quelle mesure l'ouverture du commerce peut avoir un impact sur la jouissance des droits humains. Il y a eu 4 droits qui ont été sélectionnés dans l'objet de cette étude. La méthodologie est double. Il y a d'abord une méthode quantitative. Donc là, les consultants avaient sélectionné 2 scénarios, l'un conservateur et l'autre plus ambitieux. Et donc, ils jouent surtout sur la variation dans le pourcentage de produits qui fait l'objet des réductions des droits de douane. Donc, si il va y avoir 100% des produits ou 80% des produits qui vont faire l'objet de réduction des droits de douane. Et il y a une méthode qualitative, surtout pour aborder les impacts sociaux et environnementaux et sur les droits humains, mais aussi pour analyser les impacts économiques plus spécifiques sur des secteurs particuliers qui peuvent être jugés comme sensibles. C'était le cas dans le cas de cette étude du secteur de la viande bovine. Et là, il y a des consultations avec les parties prenantes, des dialogues avec la société civile, et il y en a eu ici à Bruxelles, mais aussi dans les pays du Mercosur, et des questionnaires. Certains d'entre vous ont certainement répondu aux questionnaires ou ont participé à ces dialogues. Alors, les dates clés, donc les négociations ont débuté en 1999. En 2009, il y a eu la publication de la première étude d'impact qui a été considérée assez rapidement comme obsolète vu la longueur des négociations et puis aussi le fait que la Commission ait édité ce manuel en 2016 qui couvre notamment l'analyse sur les droits humains. Et donc, cette étude en 2009 ne couvrait pas les droits humains et puis surtout n'intégrait pas les nouvelles discussions sur d'autres réductions de barrières tarifaires ou non tarifaires. En janvier 2018, le rapport préliminaire de la nouvelle étude d'impact est publié. En avril, on a été plusieurs ONG à demander à la Commission par une lettre ouverte de veiller à ce que l'évaluation soit menée de manière participative et que les conclusions soient prises en compte avant la conclusion des négociations. Donc, dès 2018, on était déjà soucieux que cette étude d'impact puisse être réalisée avant la fin des négociations. Mais le 28 juin 2019, donc l'Union européenne et le Mercosur annoncent cet accord politique dont Marc a parlé, alors que l'étude d'impact est toujours en cours. En juillet 2019, on a eu un dialogue avec la société civile et la commission pour débriefer et échanger sur l'état des lieux, où là encore, publiquement, on a souligné que c'était quand même pas très sérieux de conclure des négociations alors même qu'on n'avait pas les résultats d'études d'impact. Le rapport intermédiaire le projet du rapport intermédiaire n'a été publié qu'en octobre 2019, rapport intermédiaire final février 2020 et donc le rapport final. Le projet de rapport final a été publié en juillet 2020, donc 13 mois après la signature de l'accord de principe. Et le rapport final n'a toujours pas été publié. Donc, on l'attend toujours, ainsi que la position de l'Union européenne sur ce rapport final. Alors, les conclusions, brièvement, d'abord sur quelques chiffres purement économiques. On voit que le PIB de l'Union européenne augmente de 0,1%. C'est du Mercosur de 0,3%, ça c'est dans le scénario prudent. Les pays augmentent un peu plus dans les scénarios ambitieux, donc c'est des augmentations assez faibles. Moi, je ne suis pas économiste, donc j'ai aussi du mal concrètement à voir ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression que ce sont des chiffres très faibles. L'exportation totale aussi augmente assez peu, excepté pour le Brésil, qui va exporter davantage, notamment des produits agricoles. Les prix à la consommation baissent légèrement de 1,5% au Brésil. Ils augmentent un peu dans l'Union européenne. C'est lié, ils expliquent ça par le fait qu'on va aussi augmenter nos exportations et donc c'est la pression sur la demande qui va augmenter les prix à la consommation. Les exportations vont aussi augmenter dans les pays du Mercosur, mais comme les réductions tarifaires vont être plus fortes,
et ils estiment que les prix à la consommation vont baisser. Et alors, il y a des réductions d'emplois dans certains secteurs manufacturiers, c'est le cas en Argentine, et qui vont être compensés, d'après eux, par des augmentations dans les secteurs de l'agriculture et la production alimentaire. En tout cas, on a été plusieurs aussi à demander aux États membres et à la Commission pourquoi cet accord, alors que d'un point de vue économique, ça n'a pas l'air non plus purement économique d'augmenter tant que ça le PIB. Et en fait, on nous dit clairement que c'est surtout un accord géopolitique avant d'être un accord commercial. Alors, les conclusions de l'étude d'impact sur plutôt les émissions de CO2 ou la déforestation. On était assez étonnés de voir que les consultants trouvent que l'impact est négligeable, aussi bien sur les émissions de CO2 que sur la déforestation ou les impacts sur les droits des peuples autochtones. Alors, ce que nous, on a essayé, nos critiques principales, c'était de montrer que, d'une part, le calcul des émissions est fait sur l'ensemble de la zone commerciale et pas par secteur. Donc, automatiquement, les émissions de CO2 au total sont assez faibles. Et puis, il n'y a pas de prise en compte des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'utilisation des terres, leur changement et les forêts, donc tout ce qui est impact indirect. Ça, c'est pas du tout pris en compte. La déforestation, en fait, il n'y a pas beaucoup de données des données très peu récentes sur les taux de déforestation, sur les changements apportés au cadre juridique forestier au Brésil et toutes les mesures qui sont à l'œuvre en ce moment sur la dérégulation environnementale. Tout ça, c'est très peu évoqué dans l'étude d'impact. Il n'y a pas non plus d'analyse de facteurs de la déforestation comme l'agriculture industrielle ou des liens avec la consommation européenne, alors qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont montré à quel point la consommation européenne était responsable de la déforestation au Brésil, et notamment la déforestation illégale. Sur les impacts sur les droits des peuples autochtones, il y a des références aux violations de leurs droits, mais il n'y a pas de lien avec les investissements et l'agrobusiness. Il n'y a pas non plus de vue d'ensemble sur l'état de ratification ou de mise en œuvre des conventions en matière des droits humains. Il y a des recommandations qui sont intéressantes, comme le fait que le Brésil devra améliorer ses politiques de lutte contre la déforestation, renforcer le système de traçabilité, réappliquer le moratoire sur le soja et l'étendre au cerrado, réinvestir dans l'IBAMA, mais aussi renforcer les cadres institutionnels pour la protection des peuples autochtones. Les consultants font aussi référence à tous ces projets de loi qui sont à l'agenda du Congrès au Brésil et recommandent donc de retirer ces projets de loi. Et d'ailleurs, ces recommandations sont reprises actuellement dans toutes les discussions, enfin elles ont été reprises dans le document de travail de la France sur les conditions de pré-ratification, et la Commission aussi discute de ça avec les pays du Mercosur. Ensuite, la plainte, donc en fait, on a déposé notre plainte auprès de la médiatrice européenne. Le cœur de notre argumentation, c'était de montrer que ce processus est en contradiction avec les objectifs politiques de l'Union européenne, et notamment d'avoir fondé une politique commerciale sur des valeurs. Et donc, l'Union européenne projette ces valeurs aussi dans sa politique commerciale, et elles sont inscrites dans les traités, notamment l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et donc l'Union européenne ne devrait pas conclure d'accord de libre-échange sans savoir s'il risque d'encourager la violation de ces valeurs, et qu'en concluant les négociations avant les conclusions du rapport, aussi bien intermédiaire et rapport final à cette époque, eh bien, la Commission n'avait pas respecté les règles relatives à la bonne administration, dans le sens où la Commission ne peut pas démontrer qu'elle avait en main toutes les informations utiles et nécessaires pour pouvoir finaliser ces négociations. Alors, la médiatrice a rendu sa décision vendredi dernier, et elle a repris l'ensemble de notre argumentation en disant que l'Union européenne projette ses valeurs à travers ses accords commerciaux, et donc que la conclusion de cet accord commercial avant l'évaluation complète de son impact potentiel risque de saper ces valeurs, et aussi la capacité du public à débattre des avantages de l'accord. Cela risque également d'affaiblir la capacité des parlements européens et nationaux à débattre de manière exhaustive de cet accord. En revanche, elle n'émet pas de recommandations, car elle estime que le processus, elle sait que le processus de négociation est quasi terminé. Et donc, voilà,
la suite, oui, je sais juste que ce qu'on sait, c'est que la Commission est engagée à finaliser cette étude d'impact avant la signature et avant le débat sur la ratification au Parlement européen. Mais voilà, on attend toujours ce rapport final. Merci. Dank u wel, Perrine. Dat was een hele boterham. Merci, Perrine. C'était beaucoup d'informations en très peu de temps, mais je pense que le message était quand même très clair. J'aimerais repasser la parole à Hélène Capocci d'Entraide et Fraternité qui a regardé les études d'impact en Belgique. Hélène, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je vais donc vous parler des études d'impact qui ont eu lieu, enfin, qui ont été réalisées en Belgique, donc au niveau du SPF Économie et de l'IWEPS, l'Institut Wallon de l'évaluation et de la prospective et de la statistique. Donc, voilà, déjà, on peut se réjouir que ces études d'impact, elles aient finalement été menées à bien, parce que ça faisait longtemps qu'on les attendait au sein de la coalition. Et elles ont été publiées ici au début de l'année 2021, parce que ça fait maintenant un petit temps que la société civile attire l'attention des décideurs politiques sur tous les impacts négatifs que pourrait avoir cet accord. Et donc, ça a été très bien relayé aussi au sein des parlements, des différents parlements belges. Et donc, voilà, aujourd'hui, on peut se reposer sur ces études pour essayer d'y voir un peu plus clair sur les tenants et aboutissants de l'impact pour la Belgique. Donc, ici, pour reprendre certains éléments de l'étude du SPF Économie, son objectif, c'est de se baser sur les statistiques officielles pour déjà, d'une part, donner un aperçu des relations économiques qui existent déjà actuellement entre la Belgique et les pays du Mercosur, et puis donner une vue sur, en s'attaquant sur 3 secteurs, l'agriculture, l'industrie et les services, ce que ça poserait comme opportunités et défis. Donc, il parle en termes d'intérêt défensif et offensif de la Belgique. C'est un rapport d'une centaine de pages avec des tas de chiffres et de tableaux, etc. Mais il n'y a aucune recommandation, aucune conclusion qui est faite. Ce qui est assez regrettable, c'est assez descriptif comme ça et très peu critique. Et on peut aussi noter le fait qu'il y a uniquement 5 pages de l'accord qui soient consacrées aux thématiques de développement durable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est des relations économiques entre la Belgique et le Mercosur? On peut dire qu'elles sont très modestes. C'est-à-dire qu'il y a environ 0,5% de la valeur ajoutée belge qui vient de la demande du Mercosur. Donc, on le sait, la Belgique, elle a surtout des relations économiques privilégiées avec ses pays voisins et au sein de l'Union européenne. Et au-delà de ça, c'est surtout le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis. Mais au sein du Mercosur, les relations sont également très asymétriques entre les différents pays, étant donné que, sans surprise, c'est le Brésil qui est le gros poisson. Natuurlijk België die de grootste vis uitmaakt en die 1,9 miljard goederen uit België aantrekt per jaar. En in 301 millions, l'Uruguay 56 et le Paraguay 24. Donc, on voit vraiment qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de chiffres. Alors, évidemment, la taille du pays et de la population sur place joue énormément, mais le Brésil a clairement un rôle de leader au sein du bloc. Mais les relations sont également asymétriques concernant le contenu de ce qui est échangé. Donc ici, on voit les principaux produits d'exportation de la Belgique vers le Mercosur. C'est clairement en très grande majorité des biens industriels manufacturés à haute valeur ajoutée. Donc, on voit que l'industrie pharmaceutique est un gros morceau, 24%.
les appareils mécaniques, l'industrie automobile 10%, des produits chimiques et organiques. Et voilà, les appareils optiques aussi, c'est une industrie importante en Belgique. Et on voit aussi, par exemple, la production d'engrais qui est aussi assez importante. Et c'est intéressant de le savoir quand on sait que l'accord prévoit en gros un soutien, enfin une grande partie des exportations du Mercosur qui seraient à destination de l'Union européenne concerne beaucoup le secteur agricole. Et donc, c'est assez amusant de voir que les engrais qui sont produits chez nous seraient utilisés là-bas par des géants de l'agro-industrie pour nous revenir après sous forme de biens alimentaires dont on peut un peu douter de la qualité. Mais ça, on va y revenir par la suite. Donc, et pour ce qui concerne les produits d'importation de la Belgique, actuellement, c'est surtout donc évidemment des produits de matières premières, des matériaux énergétiques et agricoles. Voilà. Comment l'accord compte stimuler ces échanges actuellement? Donc, en luttant contre les barrières commerciales. C'était dit tel quel dans le rapport du SPF que l'Union européenne était en lutte contre les barrières commerciales. Il compte faire ça donc en réduisant ou en supprimant les droits de douane ou en supprimant ou en augmentant les quotas d'importation. Donc, si on parle par exemple des droits de douane globaux, c'est 90% qui vont être supprimés entre les deux blocs, 100% sur les biens industriels. Et par exemple, pour les produits agricoles, on remarque que il y a 41 millions aujourd'hui, 41 millions d'euros de l'Union européenne, qui vont à l'Union européenne sur les produits agricoles qui arrivent du Mercosur vers l'UE et qu'après la suppression des tarifs, on n'en retirerait plus que 4 millions. Donc, c'est quand même une réduction très importante. Il est question de simplifier les procédures douanières. Et notamment, tout à l'heure, Raph parlait des contrôles à l'importation. Ici, l'accord il prévoit de simplifier ces procédures, de plus de souplesse, faire preuve de plus de souplesse et de confiance entre les parties prenantes pour que ces contrôles qui sont actuellement réalisés par les autorités douanières soient par la suite à la mise en place de l'accord réalisé par les parties exportatrices, donc le principe d'autocertification. On réduit les normes et les règlements techniques excessifs et on supprime les mesures sanitaires et phytosanitaires jugées non justifiées. Et ça, c'est assez inquiétant au vu des différents scandales qui ont eu lieu ces dernières années dans les pays du Mercosur, que ce soit le poulet contaminé à la salmonelle, des scandales de viande avariée, de viande de bœuf avariée, des falsifications des dates de péremption, etc. De l'utilisation aussi des pesticides qui sont interdits en Union européenne, etc. Donc, pour reprendre ici le secteur agricole, le Mercosur est le premier fournisseur extérieur de matières premières alimentaires de l'Union européenne. Voedingsgrondstoffen voor de Europese Unie. Fournit énormément de biens alimentaires et on sait qu'au niveau de l'Union européenne, il y a beaucoup de viande bovine et de soja. En Belgique spécifiquement, on parle surtout de jus d'orange et de tourteaux de soja qui sont, on le sait, utiles pour l'alimentation animale. Et ce qui est détaillé pour les exportations de la Belgique vis-à-vis du Mercosur, c'est l'industrie de la pomme de terre surgelée et les farines. Donc, si on veut reprendre ici les différentes quantités qui vont être exportées du Mercosur vers l'Union européenne,
les réductions de droits de douane, donc on voit que la viande bovine va arriver, on va permettre à 99 000 tonnes annuelles supplémentaires d'arriver en Union européenne avec des droits de douane réduits à 7,5% et 60 000 tonnes supplémentaires à taux zéro. La volaille, on parle de 180 000 tonnes à taux zéro. L'éthanol aussi, c'est assez important. Donc, il y a l'éthanol à destination du secteur chimique et puis du secteur... Ook voor alle gebruik, dus meer wat biobrandstoffen betreft enzovoort. En suiker is ook redelijk aanzienlijk. Dat zou allemaal binnenkomen aan een 0%. Wat geeft dit dan als effect volgens deze studie? Wel kijken. Dans le Mercosur, en ce qui concerne la viande bovine, et une diminution au sein de l'Union européenne et une baisse du prix à l'entrée. Donc actuellement, les moyennes, c'est environ 10 euros, 5 le prix du kilo de la viande en Union européenne. Et après, après la mise en place de l'accord, on arriverait à 8,5. La volaille, il y a aussi une estimation qu'elle arriverait à 30% moins chère que la volaille produite en Europe. L'éthanol, on pointe une concurrence avec l'éthanol qui est produit en Europe surtout à base de betterave. Donc, c'est tout le secteur betteravier qui risque d'être mis en difficulté avec toutes ces quantités d'éthanol qui vont arriver. Et puis, le sucre, une diminution aussi du prix de 320 € la tonne à 252. Donc, 320 € la tonne, c'est le prix du marché mondial. Et suite aux réductions de tarifs, on arriverait à 252. Donc, en gros, ça rend le pays du Mercosur ultra compétitif. Et ce qui est dit dans le rapport, c'est que c'est écrit noir sur blanc que certains impacts pourraient être attendus sur des marchés qui sont déjà sous pression. Et il pointe la viande bovine, la betterave et la viande de volaille qui risquent d'être clairement menacées. Il parle à peine de la réponse qui est donnée par la Commission européenne, qui est le fonds de 1 milliard prévu pour les agriculteurs européens en cas de perturbation du marché. Mais voilà, la façon dont cette aide serait mise en place n'est pas du tout détaillée. Et en plus, c'est assez inquiétant de se dire que oui, OK, on sacrifie le secteur agricole européen, mais on prévoit des aides pour ce secteur en cas de problème. Donc, c'est déjà reconnaître qu'on va accélérer le problème de souveraineté alimentaire européenne. La concurrence déloyale est clairement un des effets de cette libéralisation du secteur agricole du Mercosur, avec des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés en Europe et des normes à respecter qui, elles aussi, sont nettement plus élevées, que ce soit en termes d'abattage pour la viande ou bien en termes de produits phytosanitaires autorisés, etc. Pour le secteur industriel... Hélène, oui. Vous avez encore quelques secondes. OK. Bon, alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que pour le secteur industriel, c'est, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le secteur chimique et pharmaceutique qui serait le grand gagnant. Il y a une suppression là de 100% des droits d'importation de l'UE sur les produits industriels en 10 ans. Le secteur des services, on est aux prémices d'une libéralisation, donc on ne voit pas encore très bien quels seraient les effets potentiels de cette libéralisation de services. On parle surtout d'améliorer la transparence des règles en vigueur pour que les entreprises européennes voient mieux les conditions d'accès au marché dans le Mercosur. Le gain de PIB, on l'a dit, c'est quelque chose de très, très marginal. On se focalise uniquement sur les forces de l'économie belge en termes chiffrés, mais on ne mesure pas du tout en termes stratégiques et de diversification de l'économie
quels seraient les impacts à plus long terme et particulièrement en ce qui concerne l'agriculture, quand on sait que voilà, depuis les 30 dernières années, il y a 68% des fermes belges qui ont disparu et que l'emploi agricole est de 1,15% sur l'emploi total en Belgique. On peut sérieusement remettre en question le contenu de cet accord avec l'importance de son volet agricole. On sait que ça ne va pas aider les agriculteurs qui sont aujourd'hui en difficulté. Et voilà, concernant le développement durable, il relaye simplement ce que la London School of Economics, donc l'étude dont Perrine a parlé, a exposé. Et il y a cette croyance que l'accord est un levier de développement durable pour exporter nos valeurs et nos normes élevées dans les pays du Mercosur. Donc, c'est clairement un accord rétrograde en ce qui concerne les défis écologiques et de relocalisation de secteurs stratégiques tels que le secteur alimentaire et agricole. Et concernant l'e-web, ils sont un peu plus dubitatifs en fait sur les effets positifs. Ils prennent énormément de pincettes en faisant une revue de littérature, des études d'impact qui existent aujourd'hui, en disant que ces modélisations font des simplifications hyper fort poussées de la réalité économique, etc. Et que donc, il y a une grande variabilité des estimations sur les répercussions qui sont attendues. Mais ils disent quand même qu'il y a peu de chances que l'accord procure un effet positif sur le PIB wallon et sur l'emploi, parce que les secteurs industriels européens qui sont censés tirer profit de l'accord sont assez peu développés en Wallonie. Par contre, l'agriculture est celle qui a le plus à perdre. Ils mettent quand même... ils prennent aussi des précautions en disant mais voilà, ça ne va pas tellement augmenter les quantités l'arrivée sur nos marchés de biens agricoles, ça ne va pas tellement déstabiliser le marché. En fait, ça va surtout faire un transfert de revenus de l'Union européenne vers les entreprises exportatrices avec la suppression des droits de douane. Ils établissent aussi, comme beaucoup, l'agriculture du Mercosur qui serait favorisée avec les emplois et les revenus des travailleurs peu qualifiés. Mais encore une fois, on peut se demander de quel type d'agriculture on parle. Voilà. Les consommateurs européens seraient gagnants parce qu'ils auraient accès à une alimentation moins chère. Mais aujourd'hui, on sait que les demandes de qualité et d'impact de notre consommation prennent toujours plus d'importance aux yeux des consommateurs et ce n'est pas du tout pris en compte. Et il mentionne quand même, il termine là-dessus, en disant que les coûts cachés du contenu de cet accord ne sont pas pris en compte en termes de social et environnemental, et que si c'était le cas, ça pourrait remettre en cause la signature du traité. Donc, il y a un peu plus d'ouverture quand même que du point de vue du SPF. Voilà, désolée, j'ai débordé. Très bien, c'était très intéressant quand même. Voilà, donc normalement commence maintenant notre pause. Ik moet het Nederlands spreken, want we hebben vertaling. Désolé, je dois parler en néerlandais parce que nous avons la traduction. Donc, normalement, on commence avec la pause, mais on laisse encore quelques minutes pour des questions, s'il y en a. Ou peut-être qu'on peut peut-être après la pause donner l'occasion de poser encore des questions après la pause. D'accord. Donc alors, on va quand même commencer avec principalement l'exportation flamande, comme la Flandre a l'habitude de le dire, hein, et que surtout pour les exportateurs flamands, suite à l'annulation des taxes d'importation de Mercosur, que c'est quand même un cadeau de 227 millions d'euros qui ne devront plus être payés par les exportateurs et qui pourront utiliser pour pouvoir promouvoir leurs produits et autres. Et en Flandre, on a également beaucoup d'intérêt pour l'ouverture des marchés publics dans Mercosur. Et c'est plus ou moins en grande ligne ce qui a été dit. Voilà, donc on va prendre une petite pause
de devoir couper peut-être dans la session de clôture. Donc, cette séance, la troisième, nous allons regarder ce qui se passe sur le terrain. Dans cette coalition, nous avons des personnes qui sont très chevronnées dans la région dont on parle, Mercosur. Donc, ici, nous avons des experts qui travaillent dans les secteurs qui vont recevoir les conséquences et subir les conséquences. Et nous avons des syndicats qui sont inquiets de cet accord. Et ensemble, avec les collègues de Mercosur, ils ont pris position. Ces trois choses vont être traitées. J'aimerais maintenant donner la parole à Luc van Krunkelsken qui va dire quelque chose sur la déforestation au Brésil surtout, et non seulement dans la zone de l'Amazonie, mais également dans le Cerrado et Gran Chaco. Donc, je vous donne 10 minutes, Luc. À toi la parole. Oui, j'ai toujours quelques remarques quand on parle des zones récemment déforestées. Donc, je vais parler d'une autre chose qui a eu des impacts énormes. Il y a eu en 1972 un deal entre l'Europe et les États-Unis. C'est le début des affluence de soja vers l'Europe des États-Unis. Et en 1974, ensuite, il y avait la grande crise de l'huile et des graines, de céréales et de soja. Ensuite, la dictature du Brésil a sauté dessus. Ils ont commencé avec un grand programme pour décloisonner le cerrado avec du soja, le sucre de canne et d'autres. Donc, on avait déjà commencé le soja dans les années 60 avec cette révolution verte au Brésil du Sud. Donc, les zones récemment déforestées, c'est quoi récent? Jusqu'où peut-on aller dans le passé? Donc, en 2000, je suis allé pour la première fois au Brésil et j'ai constaté de mes yeux comment, il y a 20 ans avant, où ils étaient déjà arrivés et chaque année, c'était même pire avec les zones soi-disant récemment déforestées. Donc, l'Amazonie, le Cerrado et le Gran Chaco. Ici, en Europe, c'est comme si on ne parlait que de l'Amazonie. Et l'Amazonie, c'est vraiment la forêt la plus grande qui se trouve sur 9 pays, dont la majeure partie est située au Brésil. Le Cerrado, c'est 2 millions de kilomètres carrés au cœur du Brésil, sur 11 des 27 États membres du Brésil. Et le Gran Chaco se trouve dans 3 pays dispersés sur l'Argentine, Paraguay et la Bolivie. Et est encore beaucoup plus réduit, c'est 650 000 hectares ou de kilomètres carrés plutôt, mais est anéanti sérieusement pour la viande bovine, le soja. Au Paraguay, ce sont les Brasiguayos, comme on les appelle, ce sont les Brésiliens qui, dans les années 80, avec le président Stroessner, ils ont été invités au Paraguay et ils ont chassé les Guaranis et qui donc exploitent le Gran Choca pour le soja qui passe vers l'Europe et la Chine. Le Cerrado, c'est un écosystème beaucoup plus ancien que l'Amazonie même, donc l'Amazonie est très importante, certes. Pour 20% a été détruite l'Amazonie, le Cerrado déjà pour 53%, 54% de destruction, de déforestation, pendant que l'Amazonie seulement, ils ont commencé après la dernière ère glaciale il y a 10 000 ans, donc le Cerrado a 54 millions d'années d'âge. Donc, le Gran Chaco, c'est comparable au Cerrado, mais n'est pas, ils ont plus de forêts, n'est pas, donc, pour ainsi dire, une forêt équatoriale ou tropicale. Donc, ils ont beaucoup de savanes naturelles avec des buissons, avec des Cerradown. C'est la transition du Cerrado vers l'Amazonie. Maintenant, c'est non seulement un drame écologique qui s'y produit, mais également des indigènes et des communautés traditionnelles. Quelle est la distinction? Donc, les quilombolas, il y a 600 000 de quilombolas au Brésil. Ce sont donc les descendants des esclaves
qui sont chassés maintenant pour le soja et pour la production bovine. Je pense que l'impact du Mercosur, Union européenne, va encore augmenter. Vous savez que l'Argentine, depuis Mathusalem, ils exportent de la viande bovine, mais maintenant, ce sera encore accentué et le Grand Chaco est mis sous la pression énorme du Brésil pour exporter surtout le soja. Je vais en rester là. On pourra poser les questions si on veut. Je pourrais encore parler des heures de Cerrado, mais j'ai mis dans le chat si les gens sont intéressés dans le webinaire que nous organisons le 25 mars pour lancer un manifeste Cerrado. Vous pouvez vous intéresser là dans le lien du chat. Merci Luc, c'était très clair, également très bref. Effectivement, c'est bien de le répéter, mais donc cette semaine, il y a encore un autre séminaire très intéressant, manifeste Cerrado, pour regarder tout cela dans les détails. Merci Luc. Nous allons passer tout de suite à l'orateur suivant. Christian Wirtz du MIC, qui va donner sa vue d'ensemble comme agriculteur belge qui a déjà eu beaucoup d'expérience dans ce domaine avec les changements de la politique agricole commune en Europe, avec les accords commerciaux politiques et qui a déjà vécu tout ce que cela signifie. Christian. Beaucoup de choses ont déjà été dites par Hélène, de ce que j'avais dans mon exposé. Donc, j'ai changé un petit peu mon exposé du repos. Voilà, je voulais tout d'abord commencer parce que soutient l'EMB. L'EMB, c'est quelque part notre maison mère au niveau européen. Moi, je suis le vice-président du MIC, mais l'EMB, l'European Milk Board, ce qu'il défend au niveau des traités internationaux. La position de l'EMB veut que quelque part, les traités de libre-échange ne se résument pas à un plus pour les grosses industries et ne respectent pas les traités et les normes concernant l'environnement et le bien-être de tous, social. Voilà. Ce qui est aussi très important pour l'EMB, c'est qu'ils soutiennent quelque part l'ATM. C'est donc contrat qui a été fait, donc Alternative Mandate, développé par 50 organisations de la société civile. Je pense qu'il est très important qu'une organisation comme nous propose des choses quand on dit on n'est pas d'accord avec le Mercosur actuellement et on veut mettre en avant d'autres choses. C'est là-dessus que voilà, l'EMB essaie de négocier. Voilà. Pour tout ce qui est agriculture, je vais dire les quantités, les volumes importés, exportés, tout ça, je pense qu'Hélène l'a déjà très bien fait. Donc moi, je vais me concentrer sur la situation actuelle dans nos fermes. Parce que je pense que c'est quelque part le cumul des choses, le cumul des traités, le cumul de la situation économique actuelle qui fait que voilà, la situation n'est plus tenable dans nos fermes. Un exemple, actuellement, il tourne autour des 34 cents. C'est un peu moins qu'il y a 40 ans. Donc, je pense qu'il y a très peu de produits qui sont au prix d'il y a 40 ans. La viande est plus ou moins au prix égal d'il y a 40 ans. Par contre, les veaux, les petits veaux laitiers, aujourd'hui, un veau moyen laitier vaut 50 €, alors que ce même veau valait, il y a 40 ans, 150 €. Si à ça, vous ajoutez l'impact de l'inflation, vous vous rendez très vite compte que quelque part, le veau vaut aujourd'hui 9 fois moins qu'il y a 40 ans. Ce qui coûte aussi énormément d'énergie dans l'agriculture actuellement, même si les normes sont importantes, comme par exemple les normes QFL qui ont été mises en place, c'est chaque fois les coûts supplémentaires qui sont répertoriés sur le lait. Et le coût, quelque part, c'est chaque fois l'agriculteur qui le porte. Ce n'est pas la laiterie, ce n'est pas le consommateur, c'est toujours l'agriculteur qui le porte. Cette mise aux normes, par exemple, a
fait que beaucoup d'agriculteurs ont dû investir dans leurs bâtiments, que je ne suis pas nécessairement contre, parce que la qualité du produit, mais ce n'est même pas directement lié à la qualité, c'est plutôt lié, je vais dire, à l'impact l'agriculture à l'avenir, la brasserie, et ça a quand même des coûts pour les mises aux normes pour les agriculteurs. La liaison au sol, par exemple, aussi, au départ, c'est une très bonne chose. C'est qu'un agriculteur doit avoir un minimum autant d'hectares pour avoir autant de bétail. Tout ça, je ne contredis pas, mais tout ça, ça a des coûts. Et quelque part, quand vous allez, par exemple, acheter une voiture, vous demandez pour avoir des genres d'un alliage, on va vous dire, monsieur, ça vous fera autant en plus. Et si vous voulez encore ça, ça vous fera autant en plus. Mais chez nous, les agriculteurs, on vient chaque fois nous demander, voilà, il nous faut la QFL, il nous faut la liaison au sol. Aujourd'hui, on vient avec la durabilité de l'agriculture, qui est aussi une très bonne chose, qui va encore avoir des coûts, mais quelque part, ces coûts vont de nouveau tomber sur le prix du lait, alors que l'on voit très bien que le prix n'a pas augmenté depuis 40 ans. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les fermes n'ont d'autre solution que de s'agrandir, toujours s'agrandir à l'infini. Je pense que la vue des citoyens, c'est quelque part de se dire pourquoi est-ce que ces agriculteurs n'arrêtent pas de s'agrandir? Ben, c'est tout simple, c'est parce que la marge par litre de lait n'arrête pas de diminuer. Aujourd'hui, on parle aussi de 1000 BE. La création de 1000 BE, c'est quelque part une interprofession. Là-dedans, on veut que l'industrie laitière et les producteurs laitiers se regroupent pour soi-disant être plus forts. Mais moi, j'ai très peur que quelque part, ça soit comme le Copa-Cogeca, que quelque part, les agriculteurs là-dedans sont en théorie représentés par la moitié des gens qui votent, mais concrètement, il faut savoir quand même que là-dedans, il y a aussi des gens comme le Bourg-en-Bresse qui eux, ont leur propre laiterie, leur propre banque et tout ça, et donc ils votent bien plus comme un industriel que comme un représentant des agriculteurs. Et donc, tout ça vient à ce que les producteurs n'aient plus de voix au niveau du politique. C'est quelque part l'interprofession qui représente l'agriculteur, mais en réalité, ce n'est absolument pas ça. C'est tout comme dans le Copa-Cogeca, c'est quelque part les industriels qui se représentent avant tout, avant de représenter les producteurs. Et quelque part, c'est aujourd'hui ce cumul des problèmes économiques qu'il y a déjà à l'intérieur, je vais dire, des fermes, même dans l'économie belge et européenne, tout ça cumulé aux traités de libre-échange qui sont déjà en vigueur ou ceux qui vont se mettre en vigueur, tout ça, ça fait que très peu de jeunes sont encore prêts à reprendre les fermes pour des causes économiques et aussi pour des causes sociales, parce qu'au niveau social, je vais dire qu'à la limite, le niveau se dégrade plus qu'il ne s'améliore. Il faut savoir que dans les fermes, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui travaillent encore entre 70 et 80 heures semaine. Je sais bien que beaucoup de citoyens, ils se disent cela n'est pas possible, personne ne tiendrait ce rythme-là. Mais je crois que beaucoup de jeunes qui sont nés là-dedans trouvent ça quelque part un petit peu normal parce qu'ils ont toujours vu leurs parents travailler comme ça et voilà. Mais d'autres jeunes qui sont beaucoup en contact, je vais dire, avec des amis et tout ça, voient très bien que c'est une situation qui n'est absolument pas normale. Travailler 7 jours sur 7 et 70 heures semaine, c'est quelque chose qu'eux ne veulent plus. Alors, il faut se poser quand même plusieurs questions par rapport à tout ça. Qui va produire l'alimentation pour nourrir le peuple européen à l'avenir? De quelle qualité sera cette alimentation? Quel impact aura l'alimentation sur l'environnement? Si une grande partie de l'alimentation proviendra du Mercosur ou du CETA, je ne sais pas de quoi, je vais dire tous les transports qui vont avoir lieu pour ça, quel impact environnemental ça aura? Et puis, combien de milliers d'emplois seront encore sacrifiés en Europe partout ces fermes qui seront abandonnées? Alors,
pense aussi qu'à l'avenir, il y aura énormément de fermes familiales qui vont encore disparaître. Ça va être où la petite ferme où on va produire des aliments et aussi les commercialiser, qui va peut-être encore survivre, et puis il y aura les toutes grandes fermes industrielles. Et ces fermes-là, il faudrait se poser la question, à qui vont-ils appartenir? Parce qu'aujourd'hui, déjà, les fermes qui ont 400-500 vaches, personne ne sait économiquement les reprendre. Ça doit toujours être des groupes de personnes. Et puis aujourd'hui, on voit déjà que c'est des Colruyt, des Carrefour et des gens comme ça qui reprennent des fermes, qui sont là derrière. Et on voit par exemple dans le sucre, les plus grandes et les plus belles fermes en Belgique sont aujourd'hui déjà reprises par les sucriers, qui ne sont d'ailleurs plus des Belges aujourd'hui. Donc tout ça, je me pose la question si tout doucement il n'arrive pas à ce qu'on a toujours dit, c'est que quelque part, la grande puissance financière, ils veulent avoir l'énergie, l'eau et l'alimentation. Et le jour où ils auront encore l'alimentation, ils auront vraiment tous les cartes en main pour nous mettre la pression et pour eux s'enrichir encore bien plus. Ce que je voudrais aussi insister, c'est que quelque part, même si on est des indépendants, souvent, voilà, on met les agriculteurs un peu comme une classe à part, je vais dire comme ça, mais nous sommes des citoyens aussi bien soucieux de la déforestation, du niveau social. Quelque part, il y a aussi de plus en plus déjà dans nos fermes aujourd'hui ce que moi j'appelle un peu des esclaves, que quelque part c'est des Roumains, des Bulgares et tout ça qui viennent travailler dans nos fermes, parce que dans les grandes fermes, on ne sait plus payer des ouvriers décemment. Vu le prix de nos produits, ils sont obligés de travailler avec ces gens-là. Et donc dans les fermes, quand vous parlez avec des propriétaires de grandes fermes, eux disent, écoute, nous, on est bien obligés d'essayer d'être concurrentiels en engageant des gens voilà, à prix très bas, puisque les Américains, eux, le font aussi avec les Mexicains, par exemple. Donc, voilà, tout ce système-là voilà, va un peu à la déroute. Et ma plus grande crainte, c'est quelque part la perte de notre souveraineté alimentaire au niveau européen. Je crois que quelque part, on est en train de détricoter l'agriculture européenne au profit d'autres agricultures. Et ça, c'est ma plus grande crainte. Et je trouve que quelque part maintenant, si le Covid a énormément de choses négatives, peut-être que ça, c'est une seule chose positive, c'est que quelque part, les politiques se rendent quand même un petit peu compte qu'au niveau de certains produits, il est quand même toujours très bien de pouvoir les produire dans son propre pays et ne pas toujours déléguer à d'autres pays. Donc, pour ma part, ça, c'est une bonne chose, comme quand on voit en Allemagne, par exemple, que voilà, ils n'avaient même plus assez de seringues pour mettre les piqûres contre le Covid. Bientôt, ce sera la même chose pour l'alimentation. Et si ça arrive pour l'alimentation, voilà, ce serait hyper grave, même quelque part au niveau de la stabilité des citoyens. Voilà, je remets la parole. Voilà, Christian. Ja, goed. Christian, dank u wel. D'accord, merci Christian. Donc, vous avez respecté les temps, très bien. Et alors, on peut donner la parole à Thierry Hartz de l'FGTB qui va nous raconter plus de choses en ce qui concerne la déclaration faite par le syndicat et nous expliquer quelles sont les préoccupations des syndicats. Thierry, je te donne la parole. Bon, bonjour à tous. Donc effectivement, comme tu l'as dit, il y a une déclaration commune qui a été faite à la fois par la Confédération européenne des syndicats et par le CCSCS. Donc c'est une abréviation qui veut tout simplement dire que c'est un peu le pendant de la CES au niveau latino-américain. Donc c'est l'organisation internationale qui regroupe les syndicats d'Amérique latine. La CES étant l'organisation qui regroupe les syndicats dans l'Union européenne. Alors, je vais brièvement vous décrire le contenu de cette déclaration, mais je voulais peut-être aussi vous donner, vous expliquer peut-être aussi certains éléments, parce que bon, voilà, il s'agit d'une déclaration qui vient d'un équilibre entre le mouvement syndical des deux côtés de l'Atlantique.
Et c'est peut-être aussi important de la mettre en relation avec les positions plus globales que la CES prend en général sur les traités bilatéraux de commerce, puisque voilà, il y a quand même un enjeu de cohérence et de vision globale sur les politiques commerciales et sur les traités. C'est d'ailleurs aussi une question qui se pose pour nous, les syndicats belges, en ce qui concerne la cohérence qui doit être mise en évidence avec les positions que l'on prend dans le cadre de la plateforme commerce juste et durable. Et donc, cet élément de cohérence vis-à-vis des positions du mouvement syndical au niveau européen et vis-à-vis des positions de la plateforme est pour nous évidemment un élément important. Alors, bon, voilà, je vais vous l'expliquer. Ce n'est pas nécessaire forcément d'expliquer certains éléments, de lire certains éléments entre les lignes. Bon, je crois que la déclaration est claire, mais peut-être je vais essayer quand même d'éclaircir ce qui, à première vue, peut apparaître comme des contradictions ou peut-être mettre plus en évidence l'accent sur, ou mettre plus l'accent sur certaines lignes, sur ce que cette déclaration dit, mais aussi sur ce qu'elle ne dit pas. Alors, la déclaration syndicale fait d'abord très brièvement un constat, qui donc reconnaît qu'effectivement, il y a dans cet accord Mercosur qui nous est présenté par la Commission européenne des perdants et des gagnants. Il y a des secteurs perdants et des secteurs gagnants. Et il y a effectivement, entre l'Union européenne, une certaine asymétrie de développement économique et social entre les deux blocs. Et je dis bien une certaine, et je reviendrai plus tard. Alors en fait, au-delà de ces deux éléments qui sont donc la symétrie entre les deux blocs et les secteurs perdants et les secteurs gagnants, ce qui est critiqué depuis de longue date par le mouvement syndical, c'est en fait que ce traité Mercosur, comme tous les traités antérieurs, et on a commencé à s'en rendre compte de manière plus forte avec le CETA, en fait crée un déséquilibre entre la gouvernance économique et la gouvernance sociale et écologique, et renforce ce déséquilibre entre la gouvernance économique au niveau mondial et la gouvernance sociale écologique au niveau mondial, puisqu'effectivement, il crée des droits pour les opérateurs économiques, c'est-à-dire pour les entreprises. Ils auront accès au marché, ils auront accès, on l'a dit, au marché public, ils auront accès à la fourniture de services. Et non seulement on leur crée via ce traité des droits, mais en plus des droits à la libre circulation, mais ces droits sont soumis à des procédures et à des mécanismes qui vont rendre ces droits, on a déjà prononcé le mot aujourd'hui, qui vont rendre ces droits enforceable, donc applicables, afdwingbar en néerlandais. Et donc, on a d'un côté ces droits pour les opérateurs économiques qui sont créés et qui sont renforcés par des mécanismes qui visent à les faire respecter. Mechanismen die ervoor zorgen dat ze gerespecteerd worden, maar met betrekking tot rechten van de arbeiders. Environnementaux, tels qu'ils sont contenus dans les accords de Paris, eh bien, eux sont évoqués dans le traité sous forme d'une espèce d'engagement politique solennel, mais la formulation qui est utilisée n'est pas vraiment juridiquement contraignante. Et quand bien même ce serait le cas, il faut savoir que toutes les dispositions du chapitre développement durable, en effet, échappent en fait aux procédures de contrôle et de suivi quant au respect des dispositions du traité. Donc ça veut dire que ils ne sont pas abordés comme une obligation juridique et quand bien même ils le seraient, on n'aurait pas tellement les moyens, sur base de ce traité, de forcer le respect de ces droits sociaux et écologiques reconnus au niveau international. C'est évidemment plus particulièrement problématique dans le cas de cet accord Mercosur, voilà, puisqu'on sait que le Brésil, sous Bolsonaro, a dénoncé les accords de Paris, qui n'a pas ratifié toute une série de conventions de l'OIT, dont les conventions, ce qu'on appelle les conventions fondamentales, et la plus importante d'entre elles qui relève d'un droit de l'homme et d'une liberté fondamentale, c'est-à-dire la liberté d'association et le droit à la négociation collective. Donc le Brésil n'a pas ratifié ces conventions et on voit aussi qu'il mène des politiques sociales de plus en plus destructrices en termes de droits des travailleurs nationaux, plus évidemment aussi toute une série de politiques très contestables en ce qui concerne le respect des droits de l'homme.
Alors, la position du mouvement syndical par rapport à ce traité Mercosur, c'est de le refuser sous sa forme actuelle. Et donc, voilà, je reviendrai sur cette expression, sous sa forme actuelle, et de poser deux revendications. La première, en tout cas, deux revendications principales. La première, c'est justement de rendre les droits des travailleurs et les droits écologiques obligatoires dans le traité. Donc, ces dispositions doivent faire l'objet non pas d'un engagement politique, mais d'une obligation de droit international. Et la deuxième revendication, c'est que ces dispositions en faveur des droits sociaux internationaux et des droits écologiques internationaux, tels les accords de Paris, doivent être soumis à des mécanismes de plainte, qui, comme pour les droits des entreprises à la libéralisation, si je puis dire, doivent pouvoir donner lieu à des conséquences économiques qui peuvent être envisagées de manière positive. On pourrait par exemple dire que certains avantages asymétriques ne sont octroyés que si les parties au traité respectent ces droits sociaux et écologiques, mais qui peuvent aussi être envisagés de manière négative sous la forme de sanctions commerciales dans les cas les plus graves de violation. Voilà, j'avais déjà insisté dessus. Donc, le mouvement syndical refuse le traité Mercosur dans sa forme actuelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, comme nous l'avons déjà, comme nous le répétons un peu dans toutes les enceintes, il n'y a pas d'opposition du mouvement syndical de la CES ou du Front commun syndical en Belgique de principe. Il n'y a pas d'opposition de principe au traité de commerce. Il est clair que, voilà, ça peut être des instruments d'activité économique durable, créatrice d'emplois. C'est important dans un pays comme la Belgique, où il y a beaucoup d'emplois quand même qui dépendent des exportations. Donc, c'est important pour nous de ne pas nous opposer au principe d'un traité de commerce. Et puis, nous pensons que les traités de commerce peuvent être un instrument de développement durable. Ce n'est pas le cas avec ce traité Mercosur, mais c'est possible de prendre cet aspect en considération, et ça viendrait peut-être aussi à point pour ce qui nous concerne, pour remédier à toutes les carences des stratégies et des politiques industrielles, notamment dans le domaine de l'industrie verte et de l'industrie digitale, auquel l'Union européenne nous a confrontés ces dernières années, avec toutes les victimes que ça a fait parmi les salariés de ce secteur-là. Donc là aussi, j'ai envie de dire que c'est un peu comme les carences de la politique agricole qu'a évoqué mon prédécesseur. Il y a aussi beaucoup de carences dans la politique d'industrialisation durable qui est menée par l'Union européenne au niveau interne. Et donc, ça justifie aussi qu'on se penche sur cette question-là dans le cadre des traités de commerce. Alors, c'est évident aussi que, voilà, en crise Corona, c'est difficile pour le mouvement syndical de s'opposer par principe, j'ai envie de dire, à des traités qui peuvent promouvoir effectivement les échanges commerciaux, à condition évidemment que ces échanges répondent quand même à certains critères écologiques et sociaux. Alors en fait, juste pour retracer le contexte, je pense que c'est important aussi pour nous de dire que c'est difficile de s'opposer à ce traité parce qu'il avantagerait un bloc commercial par rapport à un autre. Comme l'a dit une intervenante précédente, le Brésil, c'est un gros poisson au niveau du continent américain, mais c'est aussi un pays émergent, c'est une puissance économique. Il faut savoir que pour le moment, notre balance commerciale avec les pays du Mercosur, la balance commerciale de l'Union européenne avec les pays du Mercosur n'est pas si avantageuse que ça, c'est-à-dire qu'elle est même légèrement avantageuse pour les pays du Mercosur si on prend en considération son poids démographique. Et le traité prévoit, et peut-être pas assez, mais il prévoit déjà une série d'asymétries en faveur du bloc Mercosur, puisqu'il lui permettra d'appliquer des quotas, et il lui permettra aussi un agenda d'application de libéralisation qui, on va dire, plus avantageux que celui qui n'est d'application pour les économies européennes. Alors, évidemment, on l'a dit aussi, c'est un traité qui est très avantageux pour certains secteurs au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Amérique latine. En Europe, voilà, les exploitants agricoles, et plus particulièrement les exploitants d'un certain type d'agriculture, seront probablement, comme on l'a dit, particulièrement visés. Le secteur industriel sera plus favorisé.
Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est toujours comme ça dans les traités de commerce. Hein, quand on prend par exemple les traités de commerce qui ont été conclus avec la Corée et le Japon, c'était très clairement l'inverse. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous, on ne va pas prendre position par rapport à ça. Mais comme je vous le disais, par contre, ce qui fait l'objet de nos critiques, c'est justement que ces traités ne renforcent pas un système commercial durable, puisqu'ils créent une gouvernance économique, mais pas une gouvernance sociale et écologique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils se préoccupent d'un pilier du développement durable, mais pas des deux autres. Et donc, ce déséquilibre de droit, finalement, ne répond pas à l'équilibre qui a été atteint au niveau de l'ONU quand on a défini le développement durable, mais aussi est créateur de concurrence déloyale et de dumping social. Donc, si vous voyez cette déclaration, et je vais terminer par ça, je voulais juste insister voilà, sur quelques points. Vous verrez que c'est une déclaration qui traite, contrairement aux positions du gouvernement Macron en France, aussi bien de gouvernance sociale et écologique, c'est-à-dire qui défend aussi bien les conventions internationales du travail de l'OIT et les accords de Paris, pour une raison voilà, très nette. Premièrement, il y a un enjeu, hein, puisque voilà, c'est le Brésil qui est sorti des accords de Paris, mais aussi voilà, il y a cette espèce quand même d'appui à l'agenda écologique sous le slogan « No job on a dead planet ». Mais en même temps, il y a aussi quand même cette volonté de la part des organisations syndicales de défendre une transition climatique qui soit une transition climatique socialement juste. C'était dit par l'intervenant précédent, les solutions, les politiques environnementalistes et les politiques en faveur du climat, il y a plusieurs je dirais, solutions qui sont toujours possibles, mais elles ne sont pas toujours socialement neutres. Et pour nous, notamment, c'est important, par exemple, que la liberté d'association et la négociation collective telles qu'ils sont contenus dans les conventions de l'OIT permettent aux organisations syndicales justement de négocier ce caractère socialement juste de la transition et permettre d'accompagner les conséquences sociales éventuelles. Donc, il ne s'agit pas d'empêcher les politiques environnementales, mais de les accompagner socialement. Et donc, ça, c'est un aspect, je pense, important qui explique pourquoi on est à la fois sur le pilier social et le pilier écologique dans cette déclaration. Et enfin, voilà, il faut aussi dire que pour nous, dans cette déclaration, on met évidemment plus l'accent sur les conventions de l'OIT et plus particulièrement, comme je l'ai dit, sur la liberté d'association et de négociation collective. C'est important parce que voilà, le Brésil n'a pas ratifié ces conventions-là, parce qu'il mène des politiques très, très rétrogrades en la matière, mais aussi parce que ça provoque des logiques de dumping social et de concurrence déloyale entre l'Union européenne et les pays du Mercosur potentiellement, mais aussi entre les pays du Mercosur, puisque le Brésil, voilà, c'est quand même le gros poisson, comme on l'a dit, de Mercosur, et que c'est précisément dans ce pays-là qu'il y a une remise en cause des politiques sociales, des droits des travailleurs, des accords de Paris, des politiques de transition climatique. Donc, c'est ce pays-là qui va aussi présenter le plus grand risque de concurrence déloyale pour le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine sur le marché européen désormais ouvert. Thierry, kan je hier afronden? Want est-ce que tu peux finaliser? Je pense que c'est aussi deux sujets. Les conventions de l'OIT, c'est aussi des textes qui sont importants à défendre, notamment dans tous les secteurs, en ce compris dans l'agriculture, puisque le secteur agricole sera confronté à l'avenir à des pratiques de concurrence déloyale sur la protection des consommateurs, les règles sanitaires, etc., mais aussi sur les questions sociales, puisque le Brésil n'a pas ratifié les conventions sur l'inspection du travail et la sécurité sociale dans le secteur agricole. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y avait aussi des conventions de l'OIT sur le droit des populations indigènes, et que donc ces conventions de l'OIT, vraiment, elles ont un intérêt pour nous syndicalement, mais je pense qu'elles ont aussi un intérêt pour les aspects écologiques en renforçant la légitimité, l'acceptabilité des politiques écologiques et sur le secteur agricole et des droits de l'homme de manière générale. Voilà. Merci beaucoup. C'était trois contributions très intéressantes qui quand même parlaient de trois choses fondamentales qui font en sorte que cet accord ne va pas vraiment dans le sens qu'on désire et qui ne va également pas dans le sens souhaité ou propagé par la Commission européenne, et qu'il y a quand même différents aspects qui doivent changer, pas uniquement dans cet accord, mais également dans la politique commerciale de l'Union européenne en général. Donc,